Vous avez la parole au nom de la commission des affaires économiques. Merci. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, adoptée à l'unanimité par la commission des affaires économiques la semaine dernière, vise à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Cette proposition de loi est importante car très attendue de nos concitoyens. Et c'est grâce à une initiative parlementaire transpartisane que cette demande populaire a pris la forme d'un texte de loi. Je tiens ainsi à saluer les travaux des deux rapporteurs de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, messieurs Stéphane Vojetta et Arthur Delaporte, qui ont su collaborer pour aboutir à une initiative commune et concertée. Les premiers travaux parlementaires menés sur ce sujet nouveau pour les législateurs que nous sommes vont dans le bon sens et méritent d'être confortés. Ce sujet est nouveau car c'est la première fois en Europe qu'un texte de loi transversal visant spécifiquement à réguler l'activité des influenceurs sera adopté. Encore une fois, les parlementaires français sont à l'avant-garde de la régulation de l'économie numérique et je ne vous apprends rien en vous disant qu'ici au Sénat, il s'agit d'un sujet qui attire tout particulièrement notre attention et qui fait l'objet de nombreux travaux. Ce sujet est nouveau car, même si les influenceurs et les réseaux sociaux font désormais partie du quotidien de nos concitoyens, ce secteur d'activité demeure peu documenté et mal connu des pouvoirs publics. Ainsi, selon les premières estimations à notre disposition, il y aurait 150 000 influenceurs en France, dont seulement 15% exerceraient cette activité à temps plein. Ce sujet est nouveau également car il pose la question de l'adaptation de notre droit national, de nos outils de contrôle et de régulation aux spécificités de l'économie numérique. Si notre droit est suffisamment souple et robuste pour s'adapter à cette nouvelle forme d'activité commerciale, nos outils de contrôle et de régulation méritent, quant à eux, d'être largement renforcés. C'est dans cet esprit que j'ai abordé mes travaux au sein de la commission des affaires économiques avec un seul objectif, mieux comprendre le secteur de l'influence commerciale sans aucun préjugé et adapter en conséquence la proposition de loi qui nous a été transmise, afin d'en améliorer la portée et l'effectivité. Je tiens ainsi à remercier mes collègues pour avoir contribué à l'élaboration de ce texte, collègues issus de tous les bancs de l'hémicycle, je tiens à le souligner. Et je ne manquerai pas de les citer lors de l'examen du texte. Ils ont permis à la Commission d'adopter un texte plus juste, plus ciblé et rééquilibré. Pour définir ma feuille de route politique sur ce texte, je me suis posé 3 grandes questions. La première, celle de savoir si l'influence commerciale est une activité comme les autres. Si la question peut sembler un peu provocatrice, il faut bien reconnaître un paradoxe. L'activité d'influence commerciale est désormais bien imbriquée au sein de notre économie, présentant des avantages certains pour les entreprises, mais nos concitoyens ont le sentiment que ce secteur demeure totalement dérégulé. Les mauvaises pratiques de certains acteurs mal intentionnés masquent aujourd'hui la réalité d'un secteur en plein développement. Les difficultés de régulation du secteur de l'influence commerciale par les pouvoirs publics sont réelles. D'abord, en raison de la hausse du nombre d'influenceurs, du volume de contenus publiés et du caractère de plus en plus éphémère de ces contenus. Je parle notamment des stories, des lives, c'est-à-dire des publications instantanées ou en direct. C'est pourquoi il est apparu indispensable d'adapter les missions des autorités de régulation en renforçant par exemple les pouvoirs de police administrative de la DGCCRF ou encore d'étendre la procédure de blocage judiciaire de l'autorité des marchés financiers aux promotions d'offres illicites. Ensuite, parce que de très nombreuses publications touchant un public français sont émises par des influenceurs français résidant en dehors de l'Union européenne, notamment aux Émirats arabes unis et aux États-Unis, alors même que leur notoriété s'est construite auprès de ce public. Il m'a semblé indispensable de rattacher ces influenceurs à la proposition de loi que nous examinons, en maintenant le principe de soumission au droit français des contrats d'influence commerciale et en leur imposant de désigner un représentant légal établi sur le territoire de l'Union européenne. Et ce, afin de faciliter la coopération avec les autorités administratives et judiciaires nationales. Les travaux de la Commission des affaires économiques ont permis de poser les jalons
les premiers jalons d'un dispositif que je vous proposerai de conforter tout à l'heure. Pour démontrer à nos concitoyens que l'activité d'influence commerciale peut être une activité économique comme les autres, nous devons donc renforcer son contrôle, sa régulation et son encadrement. Je me suis posé également une deuxième question, celle de savoir si l'influence commerciale était un canal publicitaire comme les autres. C'est sans doute sur ce point que le sujet sur lequel nous débattons n'est pas si nouveau. Devons-nous appliquer aux influenceurs les mêmes règles, interdictions, encadrements que celles existantes, par exemple pour la télévision, la radio ou les plateformes de partage de vidéos? Contrairement aux idées largement exprimées ces derniers temps, l'activité d'influenceur n'est pas totalement dérégulée. Toutes les règles existantes aujourd'hui en matière de publicité et de promotion s'appliquent aux influenceurs. Nous devons le rappeler. En revanche, nous devons reconnaître que ces règles ne sont aujourd'hui pas connues, mal comprises et non respectées. Pas connues et mal comprises, car il n'y a pas de formation, de diplôme ou de certification obligatoire pour devenir influenceur ou agent d'influenceur. Mal appliquées, car il y a aussi des abus intentionnels de la part de certains influenceurs et de certains annonceurs d'ailleurs. Il me semble donc important, avant d'interdire et de sanctionner davantage, de commencer par faire preuve de pédagogie à l'égard des acteurs du secteur, de clarifier les règles du jeu afin d'accompagner un secteur qui doit encore se structurer. C'est notamment pour cela que nous avons voté en commission l'affichage obligatoire de la mention unique publicité sur les publications commerciales des influenceurs. Nous avons également voté l'affichage obligatoire de la mention image virtuelle afin d'anticiper les conséquences de l'intelligence artificielle sur la publicité en ligne et le marketing d'influence. Dans tous les cas, les objectifs de ces mentions sont les mêmes: faire preuve de davantage de sincérité et de transparence à l'égard des internautes et des consommateurs. Une fois le caractère commercial d'une publication clairement identifié, nous devons déterminer les promotions réalisées par les influenceurs qui méritent d'être autorisées, interdites ou encadrées. La Commission a donc souhaité rééquilibrer les dispositions votées qui concernent les secteurs de l'agroalimentaire, du commerce en ligne et des cryptoactifs. Un durcissement excessif des dispositions votées sur ces trois sujets risquerait d'avoir des effets de bord indésirables par ricochet sur le bon fonctionnement de notre économie. Un pan global qui ne doit pas être pénalisé par une proposition de loi visant spécifiquement l'influence commerciale. L'influence commerciale est ainsi à la fois un canal publicitaire comme un autre, mais avec des spécificités. Nous devons donc être prudents et ne pas adopter des dispositions trop contraignantes pour notre économie, mais en même temps être vigilants au regard des conséquences spécifiques sur notre santé publique et notre jeunesse. Troisième et dernière grande question que je me suis posée sur les dérives de l'influence commerciale, précisément de quelles dérives parle-t-on? Les objectifs de protection de la santé publique, de protection de la jeunesse, de protection des consommateurs et des épargnants me conduisent à penser que des interdictions promotionnelles supplémentaires et spécifiques sont tout à fait justifiées. En matière de protection de la santé publique, en plus de l'interdiction de promotion de la chirurgie esthétique, la Commission a souhaité interdire toute forme de promotion incitant directement ou indirectement à l'abstention thérapeutique au profit de la consommation de biens ou services présentés comme substituables, préférables ou comparables à un traitement médical. Au regard de la hausse des dérives sectaires sur les réseaux sociaux, c'est indispensable. En matière de protection des enfants et des adolescents, la Commission a souhaité également renforcer le régime d'information portant sur les promotions de jeux d'argent et de hasard, en obligeant les influenceurs à afficher un bandeau interdit aux moins de 18 ans. Il s'agit ici de sensibiliser à la fois les internautes mineurs qui contourneraient les systèmes déclaratifs de vérification d'âge, mais aussi leurs parents et leurs familles. Enfin, en matière de protection des consommateurs et des épargnants, la Commission a souhaité être à l'écoute des collectifs de victimes et interdire la promotion d'abonnements à des pronostics sportifs. Au regard des grands événements sportifs à venir, le risque d'arnaque est particulièrement élevé. Voilà donc, mes chers collègues, notre feuille de route pour l'examen de cette proposition de loi.
Vous l'aurez compris, l'objectif n'est pas tant d'interdire l'influence commerciale, mais d'encadrer son développement afin de ne sanctionner que les acteurs mal intentionnés qui décideraient, malgré cette proposition de loi, de ne pas respecter le cadre légal. Je vous remercie. Merci. La parole dans la discussion générale est d'abord